vont avoir des newsletters à 70% de taux d'ouverture que les gens attendront plus que le prochain roman d'Harry Potter. Alors, je m'appelle Nina Ramen et je suis fondatrice de la manufacture du copywriting. Alors, copywriting avec un W qui n'a rien à voir avec le copyright, qui est le droit de la propriété intellectuelle. Le copywriting avec un W, c'est l'art de créer de l'engagement avec les mots et avec les écrits sur Internet. Parce que sur Internet, en fait, généralement, tu as besoin de créer de l'engagement, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn ou sur d'autres réseaux sociaux, c'est un like, ça va être un commentaire, ça va te créer de l'engagement sur ton audience. Après, sur tes emails, ça va être de faire en sorte que les gens ouvrent tes emails, cliquent dessus et s'engagent dans la conversation avec toi. Et dernièrement, quand tu as un produit à vendre, tu as une page de vente potentiellement. Donc derrière, soit tu laisses ta carte bleue, soit par exemple les gens prennent rendez-vous avec toi pour avoir un devis. Ça aussi, c'est ce qu'on appelle une conversion. C'est transformer aussi les gens, les amener à engager sur une action qui est la vente. Donc tu vois, le copywriting, c'est quelque chose qui se décline tout au long de l'entonnoir de conversion, c'est-à-dire tout au long du parcours du client qui va passer d'inconnu à connu à personne qui t'aime tellement qu'il a envie de t'acheter. Donc le copywriting, c'est une discipline qui est relativement transversale et dont on va pouvoir se servir pour derrière générer de l'engagement, créer une audience et derrière la transformer en chiffre d'affaires, puisque aujourd'hui c'est ce qui va nous intéresser, j'imagine. Donc là, je vais vous parler en fait d'un système qui va vous permettre non plus de vendre mais de vous faire acheter, parce que finalement c'est ça le problème quand on a un produit, peu importe que ce soit une prestation, que ce soit un produit physique, on n'a jamais envie de passer pour le vendeur qui va être là, qui va être lourd, qui va faire la prospection, qui va se prendre des portes. Donc là, l'objectif de ce système, c'est quoi? C'est d'arrêter d'être dans cette démarche de prospection où nous-mêmes, on se sent dévalorisé parce qu'on se prend des noms toute la journée et d'amener les gens à nous acheter, d'amener les gens à avoir envie suffisamment de connaître notre produit et d'aller plus loin. Donc c'est un système qui va nous permettre de transformer des gens qui ne nous connaissent pas, ce que je disais tout à l'heure, en gens qui nous connaissent, qui nous aiment et qui nous aiment tellement qu'ils ont envie de nous acheter. C'est vraiment ce cheminement qu'on essaye de faire. Donc comment ça se passe? La première chose, c'est que ce chemin, c'est ce qu'on va appeler le parcours du client, le parcours du prospect, et il se présente sous forme d'un entonnoir, vraiment comme un entonnoir que tu as chez toi dans ta cuisine, avec une partie très large, une partie moyenne et une partie petite. Et c'est ça qu'on va détailler. Donc la partie super large, c'est quoi? C'est tout ce qui va se passer sur les réseaux sociaux. On parlera plus spécifiquement de LinkedIn parce que moi c'est mon réseau social de prédilection, mais ça pourrait marcher sur Instagram, sur YouTube, sur n'importe quel réseau social. En fait, c'est la plus large partie. Donc LinkedIn, c'est vraiment la soirée où tu connais personne, mais tu as quand même besoin de te faire connaître. Donc tu es obligé d'y aller, tu y vas, tu te fais connaître. Là, tu croises des gens, tu vas aller commenter, interagir avec eux. Mais derrière, ton objectif, ça va être de faire en sorte de créer une relation individuelle avec elle, c'est-à-dire d'obtenir un email. Comme dans la vraie vie, on obtiendra un numéro de téléphone pour voir un ami. On se dirait, je vais m'en faire un ami, je vais prendre ton numéro de téléphone, je vais le revoir, je vais lui proposer des verres, je vais lui apporter de la valeur. Et derrière, en fait, on va créer une relation. Donc, c'est exactement la même chose. Là, on prend l'adresse mail des gens. Donc, notre objectif, c'est d'obtenir un email et ensuite de communiquer avec cette personne par email. Donc le premier objectif, c'est de se faire connaître. Après, ça va être de se faire aimer, de faire en sorte de donner assez de contenu, d'apporter assez de valeur à cette personne pour qu'elle se dise « Ah ouais, en fait, Nina, ce qu'elle fait, c'est super intéressant. Elle me donne plein de contenu sur le copywriting. Elle me donne des exemples, des tutos. C'est trop bien. Je m'engage avec elle parce que, en fait, je commence à la connaître et j'aime ce qu'elle fait. » Ça, c'est la deuxième partie, se faire aimer. Et on arrive à la troisième partie, qui est se faire acheter. Se faire acheter, normalement, quand tu as fait tout ça, tu as passé suffisamment de temps à ce que la personne, elle apprécie ton contenu, elle t'apprécie pour que la vente, elle devienne naturelle. Mais tu vas quand même devoir faire ce qu'on appelle une page de vente. Donc une page de vente, c'est une page de conversion. Donc même si tu ne vends pas un produit physique où les gens n'ont pas besoin de mettre de carte bleue, à la fin, tu dois obtenir une conversion. Une conversion, ça peut être la personne, elle prend un devis et donc elle t'appelle. Donc tu veux que les gens, ils t'appellent pour faire un diagnostic, je sais pas, de ton site internet, faire un diagnostic de ton design, etc. Donc ça, c'est la dernière étape, c'est vraiment la conversion, c'est ce qu'on veut obtenir à la fin, c'est l'objectif, et c'est là où tu vas vraiment transformer en chiffre d'affaires. Donc là, tu vois qu'on a fait ce qu'on appelle l'entonnoir. L'entonnoir, c'est LinkedIn, beaucoup de monde, newsletter, relations beaucoup plus individuelles avec les gens, beaucoup plus engagés, et avec lesquels tu vas vraiment communiquer et interagir. Et dernièrement, une fois que les gens ils sont assez chauds, là, tu vas pouvoir les envoyer sur ce qu'on appelle ta page de conversion, ta page de vente. Donc c'est ça ce qu'on appelle l'entonnoir de conversion, le parcours client, le parcours prospect, ça a plein de noms. Tu entendras aussi tunnel de conversion. Bref,
Ça s'appelle de beaucoup de manières différentes, mais c'est cet objectif de se dire, ok, en fait, on chauffe progressivement pour derrière obtenir une conversion parce qu'on ne demande pas un mariage au premier rendez-vous. Si j'allais sur LinkedIn et je mettais une page de vente et j'ai tiens, achète mon produit, bah personne ne le ferait. Pourquoi? Parce que ce serait l'équivalent d'être un vendeur à la sauvette. On ne fait pas confiance à un vendeur à la sauvette, on ne le connaît pas, on ne sait pas si on va le recroiser, on ne sait pas si ce qu'il fait c'est valable, c'est de qualité ou pas. Alors que, bah en fait, quand on connaît la personne, quand on connaît la marque, on est beaucoup plus en adéquation avec ce qu'elle est, on l'aime beaucoup plus et on se dit bah ok, j'ai confiance et je peux acheter. Donc il y a vraiment cette notion de créer de la confiance et vendre sur LinkedIn ou vendre sur un réseau social et dire hey salut, tu veux mon produit? Bah, c'est l'équivalent en fait de dire à quelqu'un est-ce que tu veux m'épouser alors qu'on ne connaît même pas cette personne. Alors on s'est dit tout à l'heure qu'on allait construire notre parcours prospect, c'est-à-dire notre minimum entonnoir viable, c'est-à-dire minimum. Pourquoi? Parce qu'on va faire un seul réseau d'acquisition qui va être LinkedIn. Ensuite, on va faire les newsletters et on va faire une page de vente. On pourrait mettre comme réseau d'acquisition LinkedIn plus Instagram plus Facebook plus YouTube. Nous, on va essayer d'avoir des résultats qui vont être facile, rapide et activable. Donc je préfère construire d'abord un skateboard, puis ensuite on fera une trottinette, puis ensuite on fera une voiture, puis ensuite on fera une fusée. Donc là, ce que je te propose, c'est qu'on regarde directement mon entonnoir à moi de conversion. C'est un entonnoir qui me permet de faire chaque mois 20 000 € de chiffre d'affaires toute seule. Donc vraiment, c'est un truc que j'ai mis en place en 6 mois. C'est relativement actionnable facilement. Et je vais te montrer vraiment les coulisses de ce qui se passe et de comment ça marche. Donc je t'avais promis qu'on commencerait par LinkedIn. Le haut, c'est vraiment LinkedIn. C'est la soirée où il y a plein de gens qu'on connaît pas forcément. Et là, on va faire quoi? L'objectif, ça va être de se faire connaître. Donc sur LinkedIn, moi je poste minimum 4 fois par semaine, on en reparlera après, mais je pense que c'est ce qu'il faut pour vraiment avoir une vraie visibilité sur LinkedIn. Donc là c'est un des posts que j'avais fait où j'avais dit il est impossible de m'acheter un produit sans être abonné à ma newsletter. Et à la fin de ce post, j'invitais les gens à s'abonner à ma newsletter, donc j'avais mis le lien en commentaire et j'avais dit voilà, si tu veux recevoir mes prochaines newsletters et pouvoir m'acheter des produits, et c'est par là. Donc là tu vois qu'il y a le lien vers ma newsletter et ce qui est intéressant c'est que ce post en fait, derrière il m'a permis de récolter des emails. Donc c'est la deuxième étape, c'est-à-dire qu'une fois que les gens y cliquent là, ils arrivent sur quoi? Ils arrivent ce qu'on appelle à une page de capture. Donc c'est la page de capture de mes emails, c'est l'équivalent de dire à quelqu'un hey, passe-moi ton numéro. Ça me permet moi de la contacter directement ou de le contacter directement. Donc ça c'est ce qu'on appelle la page de capture de ma newsletter qui s'appelle Deviens génial en copywriting. Et derrière, moi ça me permet d'avoir des personnes qui arrivent dans mes... ça c'est mon outil qui s'appelle ConvertKit. Ça me permet d'avoir des gens qui arrivent dans mes emails. Donc là ce post LinkedIn là je l'avais fait le 30 mars et on voit un énorme pic qu'on appelle d'acquisition. Donc ça veut dire que ce jour-là j'ai eu 71 nouveaux abonnés alors que les autres jours, on voit très bien que j'ai pas autant d'abonnés. Et donc là, j'en ai eu 71. Pourquoi? Parce que j'ai incité les gens à venir sur ma newsletter et donc à me donner une de leurs données personnelles, c'est-à-dire leur email. Donc ça, c'était la deuxième étape. On passe de LinkedIn à la newsletter et une fois qu'ils sont dans ma newsletter, je passe énormément de temps à leur envoyer des emails. Donc chaque semaine, ils reçoivent un email avec du contenu gratuit. Donc là, par exemple, c'est ma dernière newsletter qui était envoyée à 6000 personnes, qui s'appelle le fléau de l'écriture business et je démonte la langue de bois et j'explique notamment des techniques pour ne plus faire de langue de bois et avoir beaucoup plus d'impact dans ce qu'on fait. Donc les gens reçoivent un email chaque semaine et une fois qu'ils sont assez chauds, une fois qu'ils me connaissent assez, là, je les envoie sur ce qu'on appelle une page de vente. Donc là, je vais vous montrer une page de vente d'un produit que j'avais créé il y a longtemps. Donc là, c'était les préventes, donc j'ai une trentaine d'achats. Là, il y a mon chiffre d'affaires et hop, je clique dessus et là, donc les gens peuvent acheter directement ce produit-là. Et qui est la fin de ce qu'on a dit, qui était l'entonnoir de conversion. Donc on est passé de LinkedIn à newsletter et de newsletter à page de vente et derrière, hop, les gens, ils achètent et derrière, ça me fait mon chiffre d'affaires. Donc c'est comme ça en fait qu'on transforme ce qu'on appelle une audience qui est sur LinkedIn à un chiffre d'affaires en les faisant parcourir toutes les étapes de cet entonnoir de conversion. Et donc on va pouvoir passer à la suite, c'est-à-dire la première étape de l'entonnoir de conversion, LinkedIn. Comment est-ce qu'on fait pour avoir des idées pour poster sur LinkedIn? Donc on a vu dans la première partie qu'on allait construire cet entonnoir de vente, donc créer une audience, chauffer les gens dans notre newsletter, puis derrière leur amener notre produit pour se faire acheter et pas ne plus être dans la prospection, ne plus être dans la vente, mais être plutôt dans un état d'esprit où en fait on va donner notre contenu, les gens vont l'apprécier et ils vont venir nous acheter naturellement. Donc la première étape de ce qu'on a appelé cet entonnoir, tu te rappelles, avec la partie large, moyennement et puis derrière la page de vente, c'était LinkedIn.
LinkedIn, c'est un canal qu'on appelle un canal d'acquisition. Il y a énormément de gens sur LinkedIn, il y a des millions de personnes sur LinkedIn littéralement. Et ces millions de personnes, parmi ces millions de personnes, il y en a forcément qui sont susceptibles d'aimer ton produit, de t'aimer toi et de t'acheter. Sauf que probablement, tu te dis, ok, ouais, c'est bien LinkedIn, moi je trouve que c'est super. Peut-être que tu es déjà sur LinkedIn, peut-être que tu vois déjà des gens poster, peut-être que dans ton entourage, il y a des gens qui postent, il y a des gens qui réussissent. Mais peut-être que toi, tu as cette barrière à poster, et notamment à poster régulièrement. Et moi, quand j'accompagne des gens, une des premières douleurs que j'ai, une des premières galères quand on commence sur LinkedIn, c'est d'avoir des idées. Donc ce que je te propose, c'est que dans ce module, on parle de comment avoir des idées sur LinkedIn, et une fois qu'on a des idées, comment multiplier ces idées. L'objectif, c'est que tu sois jamais à court d'idées pour que quand tu te poses sur ta page blanche, tu sois ok, je sais de quoi je vais parler, je sais où je vais, et je passe pas du temps à me dire oh là là, j'y arrive pas, et finalement, tu as passé 1 heure devant une page blanche et t'as rien fait, t'as rien posté, tu repars à zéro. Première chose que je voulais dire, c'était que l'inspiration n'existe pas. Personne n'arrive dans la vie avec l'inspiration divine qui frappe à sa porte. Ça, c'est vraiment un truc qu'on t'a dit dans les films. On t'a montré, tu sais, le mythe de l'écrivain qui se met à écrire sur sa machine à écrire comme ça, qui se met à écrire un roman d'un coup. Mais ça n'arrive pas. Voilà, c'était un petit avertissement, un petit disclaimer. Ça n'arrive pas, pourquoi? Parce qu'il y a des vraies étapes dans la création. Moi, par exemple, je dois poster minimum 4 fois par semaine. Si j'attends l'inspiration, en fait, je ne poste jamais. Donc ça te montre bien qu'il y a des manières de faire pour arriver à poster tous les jours. C'est ce dont on va parler aujourd'hui. La première chose dont je voudrais te parler, c'est les 4 étapes clés de la création. 4 étapes de la création, c'est la première partie qui est l'idéation. L'idéation, c'est que tu vas te balader dans la rue, tu vas prendre une idée, tu vas parler avec ton pote, tu vas avoir une idée, tu vas parler avec un client, tu vas avoir une idée. Donc c'est vraiment une phase qui est très précise où tu dois garder l'état d'esprit le plus large possible. Tu cherches pas à trier, tu cherches pas à t'auto-juger, tu cherches pas à te dire ouais mais les gens vont pas s'intéresser à ça, etc. Tu cherches juste à capter les idées. Première étape. Deuxième étape, ça va être ce qu'on appelle la structuration. Donc là, tu es devant ton ordi, tu te dis ok, je vais aller ouvrir ma boîte à idées, je vais aller regarder toutes ces idées-là et je vais choisir les plus intéressantes par rapport aux propos que j'ai envie de tenir. Donc tu vas sélectionner une ou des idées et tu vas les structurer. Deuxième étape. Et ce n'est que la troisième étape qu'on arrive à l'écriture. Si tu essaies de sauter les étapes et de passer directement à l'écriture, en fait, tu passes à côté de 80% du travail. Donc c'est comme si tu disais, vas-y, en fait, je me suis pas échauffée, mais je vais essayer de courir un 100 mètres en moins de 10 secondes. Tu risques vraiment de te faire un claquage. Donc la plupart des gens commencent à la partie écriture alors qu'il y a tout ce travail-là que les gens ne font pas et qui font que, en fait, au final, c'est beaucoup plus simple d'écrire. Une fois que tu sais quoi écrire, quelque part, tu n'as plus qu'à dérouler et c'est beaucoup plus facile. Donc l'écriture, c'est la troisième étape et derrière, il y a la relecture et l'édition. Donc ça, c'est les 4 étapes du processus de création. De la même manière que tu vas pas sauter les étapes 1 et 2, tu vas pas non plus essayer d'avoir des idées et d'écrire en même temps. C'est comme si tu demandais à ton cerveau de marcher et de courir et de nager en même temps, c'est pas possible. Ton cerveau, soit il essaye d'avoir un maximum d'idées, soit il essaye au contraire d'en avoir un minimum et d'amener les gens d'un point A à un point B. Mais essayer de faire les deux en même temps, c'est comme si tu demandais à ton cerveau de marcher et de nager en même temps, tu risques fortement de trébucher. Avoir des idées, c'est quoi? C'est la première étape. C'est ce qu'on appelle l'idéation. Et pour l'idéation, moi ce que je te propose, c'est d'avoir un outil qui te permet de récolter toutes ces idées. C'est quelque chose de bête, mais personne n'a plus d'idées que d'autres personnes. Les gens ont tous des idées, ce qui fait la différence, c'est ceux qui les notent et ceux qui les notent pas. Donc ce qui compte, c'est d'avoir un outil dans lequel tu puisses stocker tes idées. Moi j'utilise Bear, B-E-A-R ou Evernote. C'est 2 outils qui sont très classiques, qui sont synchronisés sur tous tes appareils et donc qui te permettent de retrouver sur l'ordinateur, sur ton téléphone, sur son iPad, bon bref. Donc c'est 2 outils qui sont hyper bien et en plus de ça, tu peux les classer par hashtag. Donc c'est-à-dire que tu peux les classer dans un dossier. Moi par exemple, j'ai un dossier newsletter, j'ai un dossier féminisme, j'ai un dossier page de vente qui me permettent dès que je vois des choses qui sont intéressantes, de pouvoir les classer directement et le jour où j'ai besoin d'écrire sur le féminisme, je vais ouvrir ce dossier et je vais regarder ce qu'il y a dedans et je vais pouvoir aller choper des idées. Donc ça permet aussi de classer tes idées et ça c'est hyper intéressant. Ce que tu peux faire aussi, c'est que si tu n'as pas envie de t'encombrer avec d'autres outils, tu peux utiliser les notes de ton téléphone ou tu peux utiliser le dictaphone. L'objectif c'est juste de dire dès que tu as une idée, en fait tu la notes. Si tu laisses ton idée s'envoler, elle ne reviendra jamais. En général, les bonnes idées viennent souvent sous la douche. Bon, faut pas utiliser son téléphone sous la douche, c'est pas très conseillé, mais tu peux capter ton idée. L'idée, c'est de te dire, je capte mon idée, que je sois dans le métro, peu importe où je suis, j'ai un outil de capture et de stockage de mes idées. Donc ça, c'est une des étapes les plus importantes et c'est ce qu'on appelle l'idéation. Donc les idées, elles viennent de partout. Garde vraiment un outil pour les stocker. Et dernière chose, donc maintenant qu'on sait les étapes, qu'on a un outil, comment est-ce qu'on génère des idées? Je vais te donner 3 sources d'inspiration qui sont ultra faciles à mettre en place. La première, c'est va parler à tes clients ou à tes prospects. Va parler à tes clients ou à tes prospects. Alors si tu n'as pas de clients, trouve des gens autour de toi qui ressemblent à tes clients. Peut-être que ton client, c'est toi.
Enfin, peut-être que ton client, c'est ton ami, peut-être que voilà. Débrouille-toi pour parler à tes clients. Moi, par exemple, imaginons que je veuille vendre un produit de CBD, donc d'huile, à des entrepreneurs, j'irai interviewer des entrepreneurs. Ok, raconte-moi tes problèmes en ce moment. Ah bah moi j'ai des insomnies parce que je me demande le chiffre d'affaires que je vais faire demain. Peut-être que je vais fermer ma boîte. En fait, il y a tel client qui m'a pris la tête. Et du coup, tout ça, ça m'empêche de dormir. Et ben là, typiquement, tu vois très bien le lien que tu peux faire entre le produit que tu vas vendre, le CBD, donc qui a des vertus apaisantes, notamment pour le sommeil, et les questions qu'il va pouvoir se poser. Donc, va parler à tes clients, tu vas pouvoir obtenir ce qu'on appelle des points de douleur et des questions qui se posent. Et notamment, là, si je devais transformer ça en post LinkedIn, je dirais quoi? Je dirais, la plupart des entrepreneurs ont des problèmes de sommeil. 90% des entrepreneurs se plaignent d'insomnie. Le plus gros problème des entrepreneurs, c'est le stress. Comment survivre à son stress quand on a une boîte de 20 personnes? Comment survivre à son stress quand on ne sait pas comment on va payer ses employés dans un mois? Voilà. Donc ça, tu vois, c'est des espèces de mini-contenus, mais que je vais aller trouver comment? En allant parler à mes clients. Donc première source, va parler à tes clients. Deuxième source, un site qui s'appelle Answer Socrate. Answer Socrate, c'est toutes les requêtes que les gens posent sur Google. Donc c'est un peu, sur Google, on sait que les gens posent des questions qu'ils n'osent pas poser dans la vie. Donc Answer Socrate, tu peux aller un peu accéder aux questions que les gens se posent souvent. Par exemple, CBD. En fait, il y a plein de gens qui se posent la question, c'est quoi le CBD? Est-ce que c'est dangereux? Est-ce que c'est de la drogue? C'est quoi la différence entre le CBD et le THC, qui est en fait un extrait aussi de la plante de cannabis? Bref, tu vas pouvoir accéder aux questions que les clients se posent. Je t'ai promis 3 sources d'inspiration, on a fait la première. La deuxième, c'est parle des problèmes que toi tu as eus. Typiquement, moi, c'est prendre la parole en public. Parle des problèmes que tu as eus ces 2 dernières années. Donc, je savais pas parler en public, j'étais très timide, j'étais très introvertie. J'ai dépassé ce problème. Et donc, sur LinkedIn, je pourrais très bien partager comment j'ai résolu ce problème. Je pourrais faire quelque chose de très activable, genre un tuto, les 3 choses à savoir avant de faire une présentation devant une caméra. Quelque chose de très inspirationnel, en disant moi je l'ai fait, j'étais timide, j'étais introvertie, je l'ai fait, donc toi aussi tu peux le faire. Donc inspiration. Ensuite, je pourrais faire quelque chose de plus philosophique, en disant les gens ont plus peur de prendre la parole en public que de mourir. C'est la peur numéro 1, vraiment, de prendre la parole en public. Et la 4e chose, je pourrais faire un angle très analytique, en disant l'étude X a montré que la prise de parole en public sécrétait des endorphines. Donc n'importe quoi là, 80% d'endorphines, j'en sais rien. Bon voilà. Donc en fait, à partir d'un seul sujet, tu peux avoir plusieurs angles. Et là, l'idée, c'est d'apporter toi ton expertise. Il n'y a pas besoin d'être un expert pour transmettre. Tu as juste besoin d'avoir résolu un problème. Moi, c'était la prise de parole en public. Ça pourrait être comment j'ai quitté un manager toxique. Ça pourrait être comment j'ai lancé ma boîte et je suis passée de 0 à 20 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Voilà. Ça peut être plein de problèmes que toi, tu as résolus. Peu importe qui tu es, tu es étudiant. Comment j'ai passé mon bac en révisant, je sais pas, 1 heure par jour, je sais rien. Voilà, donc peu importe qui tu es, tu as forcément résolu des problèmes et l'idée c'est de partager ces problèmes. Et 3e source d'inspiration, c'est consomme du contenu. Il y a beaucoup de gens qui veulent des idées alors qu'eux-mêmes, en fait, n'essaie pas d'absorber des idées. Si tu veux qu'il y ait des choses intéressantes qui sortent de tes doigts et de ta bouche, il faut que tu mettes des choses intéressantes dans ta tête. Ce sera forcément proportionnel. Et si tu mets quelque chose qui n'est pas qualitatif, si tu regardes des choses qui sont pas quali, forcément tu diras de la merde. Donc vraiment, regarde des choses qui sont intéressantes. Il y a partout du contenu. Il y a LinkedIn, lis des livres, lis des blogs, écoute des podcasts. Il y a plein de manières de consommer du contenu. Il n'y a pas que de lire Proust dans la vie. Donc consomme du contenu. Moi, je consomme à peu près 2 heures à 3 heures de contenu par jour. Et c'est ça qui me permet d'avoir des idées. Je dis ah, c'est trop intéressant, je mets dans ma boîte à idées. Donc ça, c'est 3 manières d'avoir des idées. La première, c'est aller parler à tes clients, leur parler de leurs problèmes et écrire sur les problèmes qu'ils ont, les aider à les résoudre. Deuxième manière, c'est de partir de toi, des problèmes que tu as eus et que tu as résolus. Et 3e manière, c'est d'aller voir du contenu, d'aller t'inspirer d'autres personnes qui sont aussi des créateurs de contenu, de consommer leur contenu et de toi, arriver à faire des points avec ce que tu fais. Avec ça, j'espère que tu n'auras plus le syndrome de la page blanche et que tu n'auras plus ce sujet-là. Je vais juste te donner une dernière astuce pour créer du contenu et pour maintenant multiplier tes idées. Une fois que tu as une idée, tu peux la multiplier. Il y a ce qu'on a vu tout à l'heure en amenant 4 angles différents. L'angle tuto, analytique, philosophique, inspirationnel. Donc tuto, c'est comment j'ai fait. Analytique, c'est je te donne un chiffre. Philosophie, c'est je te donne une philosophie, un point de vue. Et inspirationnel, c'est je l'ai fait, donc tu peux le faire, donc d'autres personnes l'ont fait, donc tu peux le faire. Ça, c'est la première manière. Et la deuxième manière de multiplier une idée, c'est de mettre une émotion différente. Premier angle, j'en ai marre des films qui donnent l'impression que l'inspiration vient de nulle part. L'émotion, c'est la colère. Mais une autre émotion, ça pourrait être j'ai enfin résolu mon syndrome de la page blanche. Là, c'est plutôt la joie, la satisfaction. Donc, tu vois, tu peux aussi jouer avec les émotions que tu vas mettre dans tes posts pour amener des angles différents et prendre une seule idée, mais écrire 2 ou 3 posts sur cette idée en amenant en fait des angles et des émotions différentes. On arrive donc à la fin de cette deuxième partie sur comment guérir du syndrome de la page blanche, comment se mettre à poster des idées sur LinkedIn. Donc, ce qu'on a dit, c'est que c'était la première étape de l'entonnoir.
ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'à la fin, ton objectif, c'est que les gens ils arrivent dans tes emails. Parce que sur LinkedIn, tu n'es pas sûr que la personne, elle revoit ton contenu, tu n'es pas sûr qu'elle s'abonne à toi, tu n'es pas sûr en fait de pouvoir la revoir. Donc l'idée d'obtenir un email, c'est de se dire que tu as la garantie que la personne, elle fera partie de ta liste de prospects. Et puisque derrière, tu veux lui vendre un produit, tu dois obtenir cette contrepartie de sa part. Donc ton objectif sur LinkedIn, c'est de capter des emails. Et logiquement, on va voir dans la prochaine étape comment entretenir sa base email et comment avoir des newsletters à 70% de taux d'ouverture que les gens attendront plus que le prochain roman d'Harry Potter. Il y a 3 choses importantes quand tu veux écrire un bon post LinkedIn. La première, c'est d'avoir une bonne accroche. Quand tu n'as pas une bonne accroche, tu as raté 80% de ton post. La plupart des gens ne lisent que le titre, ne lisent que les premières lignes. Même toi, quand tu regardes un magazine, tu regardes d'abord le titre. Donc les gens vont regarder les premières lignes. Ce qu'il y a avant le fameux « voir plus ». Quand tu regardes sur LinkedIn, tu vois qu'il laisse apparaître les 3 premières lignes et après il y a écrit « voir plus ». Toi, ton objectif, c'est que les gens ils cliquent sur ce « voir plus » pour qu'ils aient envie de lire la suite de ton post. Donc les premières phrases sont vraiment les plus importantes. C'est ce qu'on appelle l'accroche. Et l'accroche doit fonctionner comme une bande-annonce de film. Tu ne dois pas dévoiler tout le film, tu dois susciter l'envie. Ton objectif, encore une fois, c'est que les gens cliquent sur ce voir plus. Donc travailler l'accroche, il y a 2 manières principales de le faire. Soit tu mets une émotion forte. Par exemple, mon employeur a essayé de détruire ma carrière. C'est plutôt on a envie de savoir la suite, en fait c'est un teasing, ce qu'on appelle un cliffhanger, c'est-à-dire c'est un épisode, tu as envie de voir la suite. Donc ça c'est vraiment raconter une histoire et faire un suspense. Et la deuxième manière dont je parlais tout à l'heure, c'est de mettre une émotion forte, c'est de dire j'ai totalement paniqué quand j'ai dû faire ma première facture, voire plus. Et là, on a envie de savoir la suite. Pourquoi? Parce que tu as mis une émotion forte, c'était la panique. Ok, elle a paniqué, comment elle a résolu ça? Donc dans les 2 cas, tu vois, tu as des choses qui sont très impactantes. Premièrement, une histoire dont on a envie de connaître la suite, ou deuxièmement, une émotion. Ça, c'était la première chose importante quand tu écris. Deuxième chose importante quand tu écris, c'est d'avoir une idée égale un post. Il y a beaucoup de gens qui mettent trop d'idées dans leur post. Donc tu perds ton lecteur, il vaut mieux faire une seule idée simple et la développer de A à Z plutôt que de mettre plein de choses. On n'est pas en train d'écrire un article de blog, on n'est pas en train d'écrire une dissertation, on est vraiment en train de faire passer une idée. Et d'ailleurs, j'en arrive à une autre astuce qui s'appelle la polarisation. La polarisation, c'est quoi? C'est vraiment de donner ton avis. Si tu dis la guerre c'est mal, en fait tout le monde s'en fout. La guerre c'est mal, oui, ok, oui, la guerre c'est mal. Par contre, si tu dis je suis pour le revenu universel, là tu vas tracer une ligne de gens pour, radicalement pour, et une ligne de gens radicalement contre. Et ce qui est bien, c'est que du coup, tu vas créer ce qu'on appelle de l'engagement. Donc non seulement tu vas te faire connaître de ton audience, parce que tu vas porter une opinion qui va être forte, et avec les gens seront d'accord ou pas d'accord, mais au moins ils te connaîtront. Donc tu ne seras pas tiède. Donc tu vas attirer très fortement les gens qui adhèrent à ça, au même titre que tu vas repousser très fortement les gens qui n'y adhèrent pas. Il y a des gens qui trouvent que le revenu universel c'est génial, que tout le monde devrait être payé pour le travail qui n'est pas rémunéré d'habitude, par exemple aller faire ses courses, faire à manger, aller chercher ses enfants, etc. Et d'autres gens qui pensent que en fait, c'est de la pire des manières de répondre au sujet de société parce que ça crée des assistés. Et donc ce qui est marrant, c'est que voilà, il y a des gens qui vont soit fortement adhérer, soit pas du tout, et ils vont aller aussi débattre en commentaire. Et là, il y a une autre valeur qui est plus tu génères de commentaires sur LinkedIn et plus en fait l'algorithme va te pousser. Parce que plus les gens vont passer de temps sur ton post. Plus les gens vont passer de temps sur ton post, plus LinkedIn est content parce que ça fait qu'il a de la rétention, qu'il a du temps d'attention, qu'il va pouvoir vendre ce temps d'attention. Donc plus la personne reste sur ton post, plus ton post est valorisé, plus les gens ont des commentaires, plus en fait la personne elle va dire ah ouais il a dit quoi, ah ouais il a dit quoi, ah ouais je vais liker ce commentaire. Et là tu vois tu vas créer en fait ce qu'on appelle un débat qui va aussi favoriser et nourrir ce qu'on appelle l'algorithme de la plateforme. Ça c'est la deuxième chose à avoir en tête, c'est prends des opinions, prends des partis. Ne dis pas des trucs plats, ne dis pas des trucs chiants. Vraiment, donne ton avis et tu verras, en fait, tu vas attirer des gens qui vont y adhérer. Alors là, ce que je voulais faire, c'était montrer mon planning édito. Pourquoi? Parce que c'est important en fait de pouvoir planifier et programmer ses posts et d'avoir une vue d'ensemble. Alors, je vous conseille pas forcément de vous prendre la tête sur un planning édito super compliqué. Votre objectif, c'est juste de poster et de poster le plus régulièrement possible. Mais ce que je voulais que vous voyiez, c'était moi ma fréquence de publication. Donc là, notamment cette semaine-là, j'ai fait 5 posts. Là, j'en ai fait plutôt 4 et ensuite, on est plutôt aux alentours de 4. Donc moi, je trouve que poster 4 fois par semaine, c'est le minimum de ce qu'il faut faire pour avoir une vraie présence sur LinkedIn. En dessous de 4 fois par semaine, je trouve que ça devient de plus en plus léger. Pourquoi? Parce que plus les gens te connaissent et plus ils t'aiment. C'est contre-intuitif, mais les gens n'ont pas marre de toi. C'est l'inverse, c'est comme le pote que tu vas voir toutes les semaines. Tu auras beaucoup plus de trucs à lui dire que ton oncle que tu vois une fois par an au dîner de famille. Donc plus les gens te connaissent, plus ils t'aiment, plus ils sont habitués à toi, plus ils voient ta tête passer dans leur fil LinkedIn et plus en fait, ils vont s'engager avec toi. C'est vraiment cette notion-là qui est importante, c'est créer une habitude chez ton lecteur. Donc moi, c'est pour ça que j'ai une présence qui est aussi importante, donc 4 fois par semaine minimum. Il y a des gens qui créent
du contenu à haute fréquence qui vont jusqu'à 2 fois par jour. Donc vraiment, c'est une des stratégies. Il faut être accroché. Moi, je trouve que c'est très compliqué de demander à quelqu'un qui part de zéro de poster 2 fois par jour, mais ça fonctionne. Donc si vous voulez vous poster 2 fois par jour, c'est possible. Ça, c'est mon planning édito. Donc quand on va là-dessus, c'est assez simple. Donc en une semaine, j'ai été sélectionnée 3 fois par la rédaction LinkedIn. Ça, c'est le grand titre de ce que je voulais dire. Un post égale une idée, on l'a déjà dit. Donc là, c'est mon idée principale. Et derrière, moi, j'écris sur Google Doc parce que je trouve que c'est beaucoup plus facile derrière d'éditer, de mettre des emojis, etc. Donc ça, c'est mon process à moi sur l'écriture et derrière la publication. Autre chose aussi que je voulais vous montrer, c'est que j'ai classé mes posts donc par statut. Est-ce qu'ils sont publiés ou est-ce qu'ils ne sont pas encore publiés? Et je les ai classés par type. Donc là, c'est copywriting, mais j'ai aussi féminisme. Donc féminisme, c'est quoi? C'est tous mes posts engagés sur le sujet. Et une fois par semaine, là, vous voyez, il y a écrit acquisition newsletter. Et ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur la newsletter, quand je vous parlais d'entonnoir de conversion. La newsletter, c'est quoi? Ça vous permet en fait de capter des emails. Donc ça, c'est typiquement un post qui m'a servi non pas à avoir de la visibilité, mais l'objectif de ce post-là, c'était d'obtenir des emails. Donc, c'est pas du tout le même objectif que les autres. Les autres, je peux avoir un objectif de viralité. Là, je vais avoir vraiment un objectif qu'on appelle d'acquisition d'emails. Et donc, une fois par semaine, je me fais un post qui est uniquement dédié à faire de l'acquisition sur ma newsletter. Si vous ne faites pas d'acquisition, si vous ne dites pas aux gens que vous avez une newsletter, personne n'ira s'inscrire dessus, ça ne sert à rien. Donc, minimum une fois par semaine, un post sur acquisition newsletter. On arrive à la fin de cette démonstration sur les coulisses de comment Nina poste sur LinkedIn. Vous voyez, c'est assez simple. Vous n'êtes pas obligé de même d'aller à ce niveau. Vous pouvez juste prendre des Google Docs et écrire dessus et derrière poster sur LinkedIn. C'est hyper simple. L'idée, c'est d'avoir quelque chose qui soit agile, quelque chose qui soit facile. Il vaut mieux poster et mal le faire plutôt que de ne pas poster du tout. Dans cette partie, je te propose qu'on parle des newsletters. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas être dépendant des réseaux sociaux. Et a fortiori, on ne peut pas être dépendant de LinkedIn. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que LinkedIn, c'est un algorithme qui va choisir demain, potentiellement, de montrer ton post ou de ne pas le montrer. Il y a un très gros influenceur LinkedIn qui s'appelle Michael Aguilar, qui a 200 000 personnes, et du jour au lendemain, son profil a été banni pendant une semaine, et tu penses bien que son business était quand même assez dépendant de LinkedIn, donc quand tu peux plus être sur LinkedIn, tu ne peux plus vendre, et si tu peux plus vendre, tu n'as plus de chiffre d'affaires et ta boîte, elle peut couler potentiellement parce que tu t'es fait bannir d'un réseau social. Donc tu vois à quel point c'est dangereux d'être tributaire des réseaux sociaux. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que du jour au lendemain, LinkedIn peut choisir de plus ou moins montrer ton profil. Donc demain, en fait, tu choisis pas. Peut-être qu'aujourd'hui, tu as interagi avec un de mes posts, mais potentiellement, demain, rien ne me dit que tu vas forcément lire le deuxième, le troisième, puis le quatrième. C'est l'algorithme qui décide. La troisième raison pour laquelle il ne faut pas être dépendant de LinkedIn, c'est que c'est des données qui ne t'appartiennent pas. Et d'ailleurs, quand on vend une boîte, les données des utilisateurs, ça fait partie des choses qui donnent de la valeur à la boîte, qui rentrent dans la valorisation de la boîte. Donc si toi, tu as 30 000 emails, ça vaut plus qualifiés, 30 000 emails qualifiés, ça vaut plus que quelqu'un qui peut en avoir 5 000 qualifiés. Donc ça te montre en fait que c'est une base d'utilisateurs, c'est tes données, elles t'appartiennent, t'en fais ce que tu veux, et ça, c'est la valeur de ta boîte. Et cette valeur-là, tu as plutôt intérêt à la récupérer, à la passer de LinkedIn à chez toi, parce que toi, tu auras un email, un prénom et peut-être encore d'autres informations que tu pourrais récolter. Donc on ne peut pas rester sur les réseaux sociaux, on ne peut pas rester sur LinkedIn parce qu'on ne peut pas être dépendant en fait, de ces plateformes. On a besoin de récupérer ces données pour avoir un business model qui soit robuste et qui soit stable. Et la dernière raison, c'est que sur les emails, on peut tracer. On peut tracer beaucoup de choses. On peut tracer si la personne, elle a lu ton email, ce qu'on appelle avec le taux d'ouverture, mais on peut aussi traquer ce qu'elle a cliqué. Donc tu peux très bien voir sur un email où tu vas parler je sais pas, de CBD, de PlayStation et potentiellement de marketing, tu vas voir où est-ce qu'elle a cliqué. Si elle a cliqué sur marketing, tu vas pouvoir lui donner du contenu relatif au marketing et derrière lui vendre un produit proche de ce sujet-là. Donc, tu as aussi de certaines données que tu vas pouvoir récupérer, que tu vas pouvoir exploiter pour derrière vendre ce que tu ne peux certainement pas faire sur les réseaux sociaux. Donc, ça va vraiment t'aider derrière à la dernière étape qui va être la page de vente, la conversion. Donc, vraiment, c'est très important de récolter des emails et d'avoir sa propre newsletter pour avoir un business model qui soit robuste et qui soit efficace dans la vente. Dans cette partie, je voudrais qu'on parle d'une chose, c'est ce qu'on appelle la délivrabilité. La délivrabilité, c'est à quel point ton utilisateur il va lire ton email. Je m'explique. Si tu as écrit une super newsletter pendant 4 heures et que la newsletter elle part en spam, en fait, tu as juste perdu 4 heures de ta vie. Donc, quand tu écris un email, toi, tu veux absolument pas tomber dans les spams. Tu veux tomber dans ce qu'on appelle la boîte mail principale, qui n'est même pas la boîte mail promotion, qui est vraiment la boîte mail principale. Tu veux que ton lecteur d'abord lise ton email. Et pour ça,
il y a un certain nombre de règles à respecter que je vais donner rapidement, on va pas pouvoir détailler là, mais la première des choses, c'est de faire ce qu'on appelle une séquence de bienvenue. Quand la personne, elle adhère à ta newsletter, bah, tu lui souhaites la bienvenue, c'est un peu comme quand tu vas manger chez tes beaux-parents. Bah, tu viens en fait avec un cadeau, tu te présentes, tu vas interagir avec eux, tu peux pas juste dire tiens, vas-y, salut, achète mon produit. Non, ça ne marche pas. Ou ah, salut, je me marie avec votre fils, ça marche pas non plus. Donc voilà, donc en fait, tu as vraiment cette séquence de bienvenue qui est, encore une fois, créer du lien avec la personne. Donc ça, c'est une première étape, la séquence de bienvenue. La deuxième chose, c'est qu'il ne faut surtout pas acheter d'emails. Si tu achètes des emails, tu n'as pas recueilli le consentement de la personne et donc potentiellement, elle va te signaler en spam. Et si elle te signale en spam, là, c'est mort pour toi. En fait, tu vas dégrader la note de ton email et donc tu vas de plus en plus tomber en spam. Donc ça, c'est vraiment super important, c'est la qualité des emails que tu récoltes. N'achète pas de base d'email, ne scrape pas de données parce que tu n'obtiens pas le consentement et c'est là où en fait tu dégrades et tu te retrouves avec des taux d'ouverture en dessous de 20%. D'ailleurs, 20%, c'est la moyenne de taux d'ouverture d'une newsletter. Moi, les miennes, elles sont plutôt à 70%. Donc, tu vois que tu as en fait beaucoup à faire et que la plupart des gens, ils tombent dans ce piège-là et c'est comme ça qu'ils se retrouvent avec des emails qui ne sont pas engagés. Donc ça, c'était ce que je voulais dire, surtout sur la délivrabilité. C'était vraiment de faire attention à comment tu récoltes tes emails, de ne pas acheter d'emails et de faire cette fameuse séquence de bienvenue pour que les gens s'engagent avec toi, te connaissent et finalement soient accueillis. Donc tu dis qui tu es, combien de fois par semaine tu vas envoyer, tu leur dis mets-moi dans la boîte mail principale si je suis dans la boîte mail promotion. Voilà, tu vas vraiment faire en sorte que la personne, elle se sente engagée dès le début, que tu l'accueilles chez toi comme tu accueillerais un ami ou une amie. 3 grandes règles pour écrire une newsletter. Première règle, la règle du 80-20. 80-20, c'est quoi? C'est 80% d'amour, 20% de vente. 80% du temps, tu donnes gratuitement, tu fais en sorte que les gens ils voient ton expertise. Donc si tu vends de la presta, tu vas parler de ton sujet, par exemple le design. Mais si tu vends d'une huile de CBD, tu vas peut-être faire des articles sur le stress, tu vas peut-être faire des articles sur la récupération sportive et tu vas peut-être faire des articles sur l'addiction. Parce que c'est 3 raisons pour lesquelles on pourrait consommer du CBD, c'est parce qu'on veut se détendre, parce qu'on fait du sport, ça intervient dans la récupération sportive, ou sinon parce que on veut potentiellement arrêter le cannabis ou le THC et donc on pourrait être amené à consommer du CBD. Donc tu vois, ça c'est des manières d'apporter de la valeur. Donc 80% d'amour, ça veut dire quoi? Ça veut dire 80% du temps, je donne de l'amour inconditionnellement. Je fais en sorte que la personne, elle m'apprécie, elle m'aime et elle ait envie d'en savoir plus. De manière inconditionnelle, pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Ah mais ouais, mais si je donne mon contenu gratuitement, les gens en fait, ils vont pas acheter mes prestations. » Mais non, c'est l'inverse qui se passe. C'est plus tu vas montrer ton expertise, plus tu vas expliquer aux gens ce que tu sais faire, plus ils auront envie d'en savoir plus, plus tu vas être reconnu. Et de toute façon, l'objectif, c'est que le jour où ils pensent design, il pense à toi. Le jour où il pense copywriting, il pense à toi. Le jour où il pense CBD, il pense à toi. T'achètes ce qu'on appelle le top of mind. C'est-à-dire être en haut de la liste quand la personne, elle pense à un mot, par exemple copywriting. Deuxième règle pour les newsletters, c'est ne sois pas un robot. Ne sois pas un robot, ça veut dire quoi? Ça veut dire on veut pas être la newsletter Decathlon, on veut pas être la newsletter Sephora. On veut être Nina qui est là et qui raconte sa vie, qui t'explique en fait qui elle est, qui te t'ouvre sa vie presque parfois, qui te montre, qui t'apporte de la valeur, mais qui te montre aussi que c'est un humain. On veut un humain derrière les emails. On ne veut pas contact@sephora.fr qui te fait des réducs à moins de 80% tous les ans parce que c'est ton anniversaire. On veut vraiment que tu essayes de parler le plus d'humain à humain. Si tu te comportes comme un robot, les gens te traiteront comme un robot. Donc comporte-toi comme un humain, les gens te traiteront comme un humain. Par exemple, moi j'ai écrit des newsletters avec dedans des moments où je disais je n'avais pas d'inspiration. Du coup, voilà, en fait, j'ai fait ça, j'ai un peu galéré, ce week-end, c'était un peu compliqué. Et ce qui s'est passé, c'est que les gens, au lieu de te juger et de te dire « Ah, il est trop nul » ou « Elle est trop nulle », en fait, c'est l'inverse qui va se passer. Les gens créent de l'empathie. Ça crée de l'empathie chez eux et ils viennent te voir et ils disent waouh, t'inquiète pas, c'est pas grave, tiens, je te file un livre, tu verras, tu auras plein d'idées d'articles avec ce livre-là. Au contraire, en fait, les gens vont créer une connexion avec toi. C'est un peu comme dans la vie, le pote qui est toujours parfait, qui va toujours bien, finalement tu crées pas vraiment de relation avec lui, alors que le pote qui va pas bien, qui va te raconter sa vie, que tu vas aider quand il est en galère, en fait tu vas te sentir beaucoup plus proche de lui parce que tu auras connecté avec ses émotions. Donc vraiment, deuxième règle, ne pas se comporter comme un robot. Si vous vous comportez comme un robot, les gens vous traiteront comme des robots. Montrez votre vulnérabilité, montrez les coulisses de votre boîte. Si vous pouvez montrer des photos avec vos équipes, des photos de là où vous travaillez, de comment ça se passe, un peu les backstage, derrière les coulisses en fait. C'est ça que les gens aiment, c'est ça que les gens veulent. Donc vraiment, montrez ça, ça compte énormément pour créer du lien avec son audience et faire la différence et que ce soit vous et pas quelqu'un d'autre. Troisième chose à savoir dans une newsletter, c'est que l'objet d'email est très important. On a parlé de l'accroche sur LinkedIn dans l'épisode précédent. Là, on va parler vraiment de l'objet d'email. Si ta newsletter n'est pas lue, elle ne sert à rien.
Tu peux avoir passé 4 heures avec une newsletter, si les gens ne lisent pas, ça ne sert strictement à rien. Donc vraiment travailler ces objets d'email. Travailler ces objets d'email, il y a ce qu'on appelle le A/B test. A/B test, tous les bons outils de marketing le font. C'est quoi? C'est je mets 2 objets d'email et en fait, automatiquement, ma machine, elle va envoyer à un petit segment, 10% des gens, les 2 emails, les 2 objets de manière équivalente et il va voir lequel a le plus ouvert et il va choisir parmi ces 2 emails. Donc c'est ce qu'on appelle du A/B testing. A/B testing, c'est vraiment tous les outils le font, donc vous ne prenez pas trop la tête là-dessus. Mais l'idée derrière, c'est d'avoir aussi, c'est cette culture de se dire je vais tester. Peut-être qu'un jour, une semaine, vous allez tester un objet d'email avec un emoji. Et le lendemain, vous allez tester sans emoji. Peut-être qu'un jour, vous allez tester de mettre en majuscule. Le lendemain, vous allez peut-être tester autre chose. L'idée, c'est de se dire, je vais tester un maximum pour itérer un maximum et pour prendre ce qui fonctionne. Donc vraiment, l'apprentissage, la troisième règle, le troisième conseil, c'est de vraiment tester et d'essayer plein de choses différentes parce qu'on ne peut pas présumer de ce que l'audience aime, on ne peut pas présumer de ce que les gens veulent. Pareil pour les heures, il faut tester des heures différentes, il faut tester des jours différents parce qu'on ne peut pas présumer de ce que les gens veulent, de ce que les gens font. Probablement que des entrepreneurs, ils n'ont pas les mêmes habitudes que des étudiants, que des seniors, etc., etc. Donc l'idée, c'est de se dire, voilà, je vais tester des choses pour tester ce qui va à ma cible parce qu'il n'y a pas de vérité générale. Donc il y a cette culture du test and learn, de tester et d'apprendre pour progresser et devenir meilleur, écrire des newsletters de mieux en mieux tous les jours. On arrive à la fin de cette partie sur les newsletters. Il y avait plusieurs choses à savoir. La première, c'est vraiment de faire attention à sa délivrabilité, donc pas faire n'importe quoi. Capturer des emails de manière qualifiée, ne pas acheter de base email, faire une séquence de bienvenue. Et les 3 grandes règles, c'était 80-20, 80% de valeur, 20% de vente. Ne pas être un robot, c'est-à-dire montrer ses vulnérabilités, créer de l'émotion, créer du lien. Et troisième chose, test and learn, c'est-à-dire apprendre en continu. Maintenant qu'on est passé de gens inconnus à gens qui nous connaissent, de LinkedIn à newsletter, de gens qui nous connaissent à gens qui nous aiment, maintenant qu'on leur a apporté 80% de valeur, ils nous apprécient, et on va passer à gens qui nous achètent. Donc on reprend le fameux entonnoir qu'on a vu au début, c'est je me fais connaître, je me fais aimer et la prochaine étape ça va être je me fais acheter. Là on est dans mon outil de marketing et d'email, c'est de là que j'envoie toutes mes newsletters et ce que je voulais vous montrer c'était ma séquence de bienvenue, j'en ai parlé tout à l'heure, je voudrais la détailler un petit peu plus. Donc ma séquence de bienvenue, elle s'appelle Bienvenue newsletter La Manufacture. Il y a 4400 personnes qui sont dedans, il y a 81% de taux d'ouverture et il y a 7,15% de taux de clic. On voit qu'il y a 450 personnes qui se sont désinscrites, donc c'est pas négligeable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des gens qui se sont inscrits, qui se sont rendus compte que c'était pas pour eux. Donc pour pas mal de raisons, peut-être qu'ils n'ont pas compris comment ils sont atterris là. Bref, c'est pas très grave parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir des gens qui soient qualifiés. Qualifiés, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils nous lisent toutes les semaines. Donc tant mieux qu'ils partent au début, comme ça, au moins, on est débarrassé, on ne se retrouve pas avec des gens qui ne sont pas engagés. Donc cette séquence email, elle se présente comment? Une séquence email, je ne l'ai pas précisé, mais c'est plusieurs emails qui sont préprogrammés et qui sont envoyés à un certain intervalle de temps. Donc là, j'ai choisi, moi, de faire un email par jour, tous les jours, pendant 3 jours. C'est assez intense, mais moi j'aime bien, c'est soit les gens ils adhèrent, soit ils dégagent. Il n'y a pas d'intermédiaire, c'est soit tu aimes, soit tu pars. Donc je trouve que le faire de manière intense sur 3 jours, je trouve que c'est un très bon test. Et donc là c'est une séquence qui est préprogrammée, les gens quand ils arrivent dedans, ils reçoivent automatiquement ces 3 emails à 24 heures d'intervalle. Premier email, pourquoi me lire? Donc là je me présente, j'avais dit qu'il fallait pas se comporter comme un robot, donc là je parle, je dis qui je suis, enfin j'explique ce qu'il y aura dans la newsletter et puis je présente qui je suis rapidement. Donc pourquoi me lire? En fait là ils ont une petite vidéo, voilà, ils ont pas mal de choses. Deuxièmement, sortez-moi de là, ça c'est pour que les gens me sortent de l'onglet promotion, c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à la délivrabilité, on va se retrouver dans la boîte mail principale. J'ai même fait une capture d'écran pour que les gens ils comprennent bien. Et le dernier jour, ils reçoivent 47 contenus. D'ailleurs, je vous invite à vous inscrire aussi à ma newsletter, dont le lien sera quelque part dans la description, je pense. Mais là, il y a 47 contenus que les gens peuvent recevoir, donc il y a 47 contenus gratuits qui existent vraiment, et dans lesquels j'envoie les gens et ils peuvent en fait regarder toutes mes ressources gratuites sur le copywriting. Donc là, j'apporte vraiment de la valeur, j'applique le conseil que j'ai donné tout à l'heure qui est 80% de valeur, 80% d'amour donné inconditionnellement. On arrive à la fin de cette séquence de bienvenue que je voulais vous présenter. Dans cette partie, on va voir ce que c'est qu'une page de vente et on va voir les grandes règles de la page de vente. Rappelle-toi, quand on a commencé cette série d'épisodes, on a parlé de l'entonnoir
de conversion. L'entonnoir de conversion permet de transformer des inconnus en clients, donc des inconnus sur LinkedIn, sur des réseaux sociaux en général, en personnes qui nous connaissent. Donc là, on va les mettre dans notre newsletter. Ça va nous permettre de les chauffer, de faire en sorte qu'ils nous aiment, de leur apporter du contenu gratuit, de leur apporter de la valeur, donc qui nous connaissent, qui nous aiment et qui nous aiment tellement qu'ils nous achètent. Et là, on arrive à la dernière étape, c'est-à-dire la conversion, ce qu'on veut obtenir, parce que derrière, on ne travaille pas gratuitement, on veut forcément un chiffre d'affaires et on voudrait qu'ils nous achètent. Donc une page de vente, c'est quoi? C'est la fin de cet entonnoir de conversion, c'est vraiment les 10 derniers mètres, c'est ça qui va nous permettre derrière d'obtenir quelque chose. Une page de vente, c'est pas un site internet, c'est juste une page unique sur laquelle tu ne peux pas naviguer. C'est soit tu achètes, tu convertis, soit tu dégages. Il n'y a pas de possibilité d'aller sur le blog, d'aller connaître l'histoire de ta vie, ton œuvre, non. En fait, comme c'est le bas de cet entonnoir de conversion, on veut vraiment que la personne soit concentrée sur une chose, c'est acheter. On part du principe qu'elle a assez d'informations, qu'elle nous connaît de LinkedIn, qu'elle nous connaît de newsletter, qu'elle a lu des newsletters pendant 2 mois ou pendant 4 mois. On sait qu'elle sait qui on est, et bien là, on veut vraiment la convertir sur la page de vente. Donc, une page de vente, c'est une page qui n'est pas un site internet, qui va uniquement parler du produit. Et j'en arrive à la grande règle des pages de vente, c'est la règle des 1. La règle des 1, c'est quoi? C'est pour une page de vente, il faut un lecteur unique, il faut une grande idée, il faut une promesse et il faut une offre. Je vais détailler ça rapidement. Un lecteur unique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne convaincs pas de la même manière toutes les personnes. Imaginons que je vais convaincre quelqu'un de passer de la voiture au vélo. Si c'était mon copain qui est plutôt bobo écolo, je lui dirais que ça va réduire son empreinte carbone. Si je devais convaincre ma mère, qui est à Paris depuis 40 ans et qui a vu les embouteillages s'accumuler, je lui dirais qu'elle va gagner du temps, qu'elle n'aura pas de problème pour trouver des places. Et si je devais me convaincre moi-même, je me dirais, Nina, t'as pris quelques kilos avec le confinement, c'est un bon moyen de faire du sport tous les jours sans prendre trop de temps dans ta journée. Donc là, tu vois que pour un même produit, tu peux avoir 3 ce qu'on appelle personas différents. Donc là, on a dessiné ce qu'on appelle des personas, donc 3 personnes différentes, 3 typologies de personnes, et que tu ne peux pas adresser le même argument à ces 3 personnes. Donc on en revient à notre règle des 1. La règle des 1, c'est quoi? C'est un lecteur. Tu dois choisir parmi ces personnes laquelle tu adresses. Donc ça, c'est un lecteur. On en arrive à la deuxième chose, c'est une idée. Une idée, c'est quoi? C'est on va t'aider à réduire ton empreinte carbone. On va t'aider à gagner 2 heures dans ton temps de transport. Ça, c'est une idée, c'est qu'est-ce qu'on lui promet. Donc c'est une idée, une promesse, ça se rejoint. Et la troisième chose, ça va être une offre. Je vois beaucoup trop de pages de vente où il y a des offres dans tous les sens. Il y a la page de vente et la personne, elle dit « abonne-toi à ma newsletter ». Tiens, non mais en fait, achète mon produit. Ah non mais en fait, tiens, découvre qui on est. En fait, si tu proposes trop de choses aux gens, tu vas créer ce qu'on appelle de la dispersion. Ils vont se dire « ah trop bien, une newsletter » et ils vont s'en aller. Alors que toi, c'est pas ça ton objectif. Ton objectif, il est clair, il est net, c'est la conversion. Donc il faut que tu définisses ce que c'est qu'une conversion. Ça peut être prends un appel avec nous, ça peut être laisse ta carte bleue, ça peut être inscris-toi sur notre plateforme si tu as un SaaS par exemple. Donc tu dois définir ce que c'est que ta conversion finale, qu'est-ce que tu veux obtenir à la fin. Mais tu ne dois proposer que ça. Tu ne dois proposer qu'un seul appel à l'action. Tu ne peux pas proposer aux gens va newsletter, fais ça, fais ça. Non, parce que tu vas créer de la dispersion, les gens vont s'en aller, ils vont partir, alors que toi, c'est l'objectif, c'est la fin de ton entonnoir, c'est vraiment le bout du tunnel. Donc tu ne dois absolument pas perdre les gens, tu dois au contraire concentrer leur attention sur ton objectif final qui est la conversion. Dernière chose sur ces pages de vente, moi je vois une erreur très fréquente. Donc la première erreur que je vois, c'est de mettre des appels à l'action qui vont dans tous les sens, alors qu'il en faut un clair, net et définitif. Peu importe si tu vends de la presta, ça peut être un appel, ça peut être mettre ta carte bleue, peu importe, mais en tout cas, ils font un seul appel à l'action. Et la deuxième erreur que je vois souvent, c'est que les gens aiment tellement leurs produits qu'ils font que parler des fonctionnalités de ce produit et notamment des fonctionnalités techniques, alors qu'on s'en fiche complètement. Je m'explique. Si je te dis un appareil 200 mégapixels, ok? Ça, c'est ce qu'on appelle une fonctionnalité. Toi, ça te parle, parce que toi, tu travailles dans les appareils photo, tu sais ce que ça représente. Mais il faut se dire que la personne qui est en face de toi, elle n'est pas experte comme toi, elle n'a pas travaillé sur ton produit et potentiellement, elle n'en a rien à faire que ce soit 200 mégapixels. Par contre, elle, ce qui l'intéresse, c'est se dire qu'elle pourra faire des visios en ayant l'impression d'être dans la même pièce que sa famille parce que c'est quelqu'un qui voyage beaucoup pour son travail. C'est quelqu'un qui sera intéressé par le fait que ça fasse des photos et que ça va l'aider à percer sur Instagram, par exemple. Ça va l'intéresser aussi parce que potentiellement, cet appareil photo, il n'aura pas besoin d'en prendre un autre dans son sac à dos parce que c'est quelqu'un qui voyage beaucoup. Donc là, tu vois qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est pas forcément la fonctionnalité 200 mégapixels parce que ça parle pas aux gens, mais c'est qu'est-ce qu'ils vont pouvoir en tirer. C'est ce qu'on appelle le bénéfice. Donc là, on a converti ce qu'on appelle une fonctionnalité qui est 200 mégapixels en un bénéfice qui est, tu te sentiras comme dans la même pièce que les gens à qui tu parles. Tu te sentiras dans la même pièce que ta famille, tu vas te rapprocher de ta famille. Ça, c'est ce qu'on appelle un bénéfice. C'est qu'est-ce que tu vas pouvoir tirer. Et on va faire un petit exercice sur un autre produit. Imaginons qu'on prenne un crayon classique, crayon papier jaune,
cylindrique. Et ben là, je vais te donner 3 fonctionnalités. Donc la première fonctionnalité, c'est il a un cœur en graphite. Deuxième fonctionnalité, c'est il est hexagonal. Et troisième fonctionnalité, c'est il est jaune. Donc ça, c'est des fonctionnalités qui n'apportent en soi pas grand-chose. Mais par contre, si je te dis il a un cœur en graphite et donc tu pourras le tailler à l'infini et tu ne seras jamais à court d'encre, donc tu n'auras jamais de problème avec l'encre de ton crayon, bah tu comprends en fait que ça va être hyper pratique. Si je te dis il est hexagonal et donc il va pas rouler sur ta table et tomber par terre toutes les 2 minutes, bah là ça c'est un bénéfice aussi. Troisième chose, tu peux dire il est jaune et donc tu vas facilement le retrouver dans ton sac à main. Ça aussi c'est un bénéfice. Et donc là tu vois que je t'ai montré 3 fonctionnalités et à partir de ces 3 fonctionnalités, tu vas obtenir ce qu'on appelle 3 bénéfices. Et c'est ces bénéfices dont il faut parler dans ta page de vente. Et c'est pour ça que je t'en parle, c'est parce que on s'en fiche que tu dises que c'est 200 mégapixels. Par contre, ce qui est intéressant, c'est retrouve-toi dans la même pièce que ta famille tous les soirs avant de dormir. On arrive à la fin. On a vu une chose, c'était que la page de vente, c'était les 10 derniers mètres, qu'il fallait pas se rater. Le premier conseil, c'est de respecter la règle des 1. La règle des 1, ça veut dire s'adresser à un seul lecteur, une seule typologie de lecteur. C'était quoi aussi? C'était un seul appel à l'action. Ne pas disperser son lecteur. Qu'est-ce que tu veux obtenir à la fin? Réfléchis à ta conversion. Est-ce que tu veux un appel? Tu veux de l'argent? Est-ce que tu veux qu'il s'inscrive à ta plateforme? Mais tu peux pas tout avoir. Tu vas avoir un seul appel à l'action. Troisième chose qu'on a vue, c'est arrête de vendre tes fonctionnalités, vends des bénéfices. Qu'est-ce que ça va apporter à ton client? Qu'est-ce qu'il en retire? En quoi ça va changer sa vie? Et clairement, avoir un appareil photo de 200 mégapixels, ça va pas changer sa vie. Par contre, pouvoir se balader avec un sac à dos plus léger, ça va changer sa vie. Donc vraiment, mets-toi dans cette posture de qu'est-ce que j'apporte à mon client. On arrive donc à la fin de cette dernière partie qui était sur les pages de vente. On a vu LinkedIn, comment se faire connaître, les newsletters, comment se faire aimer, et les pages de vente, comment se faire acheter. C'est ce qu'on appelle l'entonnoir, le minimum entonnoir viable. C'est assez simple à mettre en pratique et moi, c'est la stratégie que j'applique tous les jours au quotidien pour enseigner, pour vendre mon produit où j'enseigne le copywriting et l'écriture de vente.